Deuxième partie de l'Africa Newsroom, je suis toujours avec Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste, et Adama Coulibaly, enseignant et président de l'APP, Alternative Patriotique Panafricaine Burkindi. Et Mamad Zang a laissé sa place à Géraldo Gomez. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir, vous êtes secrétaire général adjoint chargé des questions stratégiques de l'USL. L'USL, c'est l'Union sociale libérale, parti de l'opposition béninoise. C'est donc le parti de Sébastien Adjavon. Nous parlions donc de la tenue des élections législatives ce dimanche au Bénin, scrutin marqué par l'absence de l'opposition. Alors ma première question, c'est comment vous, du côté de l'USL, vous avez vécu votre absence des élections législatives et quelles actions vous envisagez dans les prochains jours? Merci pour cette question. Nous l'avons vécu un peu comme tous les Béninois, la majorité des Béninois qui ne se sont pas présentés, qui n'ont pas été votés. Nous l'avons vécu donc douloureusement parce que nous méconnaissons un peu notre propre pays. Nous avons mal pour ce qui se passe. Nous venons de traverser 30 années de démocratie, avec des hauts et des bas, certes, mais en ayant toujours la force de trouver en nous-mêmes la capacité de rebondir et de trouver des solutions justes au bénéfice des populations. Mais ce qui se passe ici est comme un entêtement à vouloir tout savoir tout seul face à tout le peuple. Et c'est ainsi que nous l'avons vécu en tant qu'Union sociale libérale. Nous avons vu venir, nous avons prévenu, nous avons fait des propositions pour que ces élections soient effectivement inclusives. Nous n'avons pas été écoutés. Nous avons eu un mot d'ordre permanent qui est que ces élections ne pouvaient pas se passer sans l'opposition, de façon générale. Et donc pour nous, ce qui s'est passé hier, s'étant passé sans l'opposition, ce ne sont pas des législatives, c'est une mascarade et tout le monde en convient, malheureusement pour le Bénin. Adama Coulibaly, alors on mesure à travers les mots de Géraldo Gomez l'ampleur de la gravité de la situation qui, pour beaucoup et pour vous aussi du côté de l'USL, marque un véritable tournant dans la vie politique béninoise. Absolument, ça veut dire qu'il n'y a pas de dialogue politique. C'est ce qui a conduit à cette exclusion d'une partie essentielle des acteurs de la vie politique, alors que le Bénin était connu, quoi qu'il en soit, depuis toujours, par ce dynamisme et cette capacité à dialoguer, à manifester, à dialoguer avec les syndicats qui sont très actifs dans ces pays-là, mais il y avait quand même un dialogue entre le pouvoir et les syndicats, aujourd'hui, et a fortiori entre les acteurs et les différents partis politiques. Donc, ce que je viens d'entendre prouve bien que, à mon sens, ce que je disais tout à l'heure, il y a véritablement une dérive autoritariste. Parce que lorsqu'on décide, le pouvoir n'écoute plus les opposants, n'écoute même plus, parce que vous venez de dire aussi, n'écoute même plus en réalité ses conseillers, donc ça veut dire qu'il y a un réel problème de démocratie, un réel problème de liberté et de gouvernance qui est posé. En ce moment-là, évidemment, il n'y a pas d'autre choix que de se mobiliser en restant tout de même responsable. Parce que ce qui est important, c'est quand même d'éviter de jeter de l'huile sur le feu, mais de ne pas se laisser non plus marcher sur la tête. Et il s'agit de ça. On ne peut pas accepter qu'on marche sur la tête de tout un peuple, quels que soient, en tout cas, ces dirigeants-là. Voilà pourquoi je pense qu'il faut que ce soit l'USL ou l'ensemble des partis de l'opposition, il faut que les Béninois, ceux qui sont du côté du pouvoir, ceux qui sont dans l'opposition, fassent entendre raison au président, qui est quand même le chef suprême de ce pays-là, le chef suprême de l'armée, et qui est le dirigeant qui a été élu. Il faut qu'il entende raison pour qu'on sorte de là, et pour cela, il faut faire de la pression, continuer à discuter. Géraldo Gomez, est-ce que vous y croyez encore à un dialogue, un possible dialogue avec le président de la République, Patrice Talon? Est-ce qu'il peut revenir sur ces élections législatives en les annulant encore aujourd'hui? C'est une nécessité de toutes les façons, voire même une obligation. On ne peut pas continuer dans cette lancée-là, ce n'est pas possible. Il faut rendre hommage au peuple béninois qui a su trouver les moyens de s'exprimer. Je l'entendais tout à l'heure en première partie de votre émission. Le peuple a trouvé le moyen de dire effectivement ce qu'il veut pour son pays. Et ce que veut le peuple, ce n'est pas ce qui a été mis en place. Ce n'est pas exclure tous les partis de l'opposition. C'est systématiquement tous les partis qui sont exclus. En l'occurrence, il y en a 3 qui ont fait la démarche de se conformer aux nouvelles lois qui ont été votées, ces lois qui étaient déjà préparées pour les exclure.
Il y a l'Union sociale libérale, mais il y a aussi les FCBE de l'ancien président Yahi Boni et il y a restauré l'espoir de l'ancien ministre candidat Zanaï. Ces partis ont fait l'effort de se conformer aux lois, même si nous contestions ces lois. Notre pari, très légaliste que nous sommes, avait été de nous conformer aux lois avant de pouvoir les chercher. Donc vous n'étiez pas idéologiquement opposé aux lois en question, mais vous vous êtes heurté finalement... Non, idéologiquement opposé, certes, oui. Mais nous sommes des légalistes. Ces lois ont été votées par des députés, même si nous pouvons décrire les contextes dans lesquels ces députés ont voté les lois. Mais étant donné qu'elles sont votées, pour nous, elles s'imposent à tout le monde. Nous avons essayé de dialoguer pour qu'elles soient révisées avant que les élections n'arrivent. Ce n'a pas été le cas. Nous avons alors décidé de nous y conformer, de faire tous les efforts nécessaires pour nous y conformer, et ensuite, en ayant pris d'assaut l'Assemblée nationale, nous aurions les moyens de les modifier et de correspondre à ce que voulait le peuple. Et donc c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, malgré tous les pièges, tous les écueils qui avaient été positionnés au sein de ces lois, nous avons réussi à nous y conformer. Et donc il fallait trouver un ultime moyen, le fameux certificat de conformité, qui est sorti de nulle part, en dépit de toute logique juridique, pour empêcher aussi bien les partis d'opposition de façon générale, mais surtout ceux qui avaient fait l'effort nécessaire pour correspondre à la loi. Jean-Marie Bitomo, alors la question qui se pose, c'est l'avenir véritablement de l'opposition béninoise. L'avenir de l'opposition béninoise, c'est pas ça qui m'inquiète tellement, parce que le Bénin, nous l'avons suffisamment dit depuis le début de cette émission, Zara, le Bénin... Vous savez, vous ne pouvez pas rentrer dans la psychologie, vous ne pouvez pas modifier la psychologie des individus, c'est-à-dire aussi facilement. Le Bénin, comme le disait M. Gomez là, tout à l'heure, installé dans la démocratie depuis 30 ans. Mais la seule chose que je pourrais souligner dessus, c'est que ça crée un précédent qui est dommageable et négatif pour l'avancée du Bénin vers la démocratisation, comment dirais-je, de sa scène politique en tant que telle. Donc là-dessus, que nous dira l'avenir, je ne sais pas, tout dépend, comment dirais-je, des décisions éventuelles que pourrait prendre le président Talon en voyant effectivement, ça c'est un fait, ça c'est pas de la philosophie, nous ne sommes pas en train de philosopher. Quand vous organisez une élection qui me semble très très importante parce qu'elle engage les régions du pays. Moi je dirais même à la limite que l'élection présidentielle, si vous voulez vous poser quelqu'un au-dessus du pays, ça n'a pas encore passé. C'est vrai que c'est la personne qui a toutes les décisions possibles, imaginables à prendre. Mais là, vous vous adressez à vos populations, comment dirais-je, de la manière la plus proche possible qui les touche, à savoir leurs députés à l'Assemblée nationale. Laissons au moins les règles démocratiques fonctionner de manière optimale et écoutez, comment dirais-je, l'opposition, tout simplement. Pourquoi? Parce que il a souligné tout à l'heure, M. Koulibaly, c'est le premier pays en Afrique à se lancer, comment dirais-je, dans cet esprit de dialogue-là pour une avancée vers une démocratie forte et renforcée en tant que telle. Donc ça crée un précédent qui est vraiment dommageable d'un point de vue, comment dirais-je, politique en tant que tel, et d'un point de vue national et même africain. Tout simplement pourquoi? Parce que tous les Africains gardent en tête, si vous voulez, cet esprit-là, c'est que le Bénin reste le pays qui a initié les conférences nationales en Afrique. Adama Koulibaly. Je crois que c'est l'avenir plutôt de la démocratie béninoise qui est en jeu, plus que l'avenir de l'opposition béninoise. Et donc, alors l'avenir de l'opposition pose nécessairement la question des contre-pouvoirs dans ce pays. Est-ce que c'est la fin des contre-pouvoirs au Bénin? Je ne crois pas du tout. Au contraire, ça va renforcer les contre-pouvoirs. Mais là, on aura une opposition qui sera absente de l'Assemblée nationale. Oui, mais ça sera dans la rue. Et c'est ça le problème. Et ça sera dans la rue. Et devant aussi les institutions de la CEDEAO, de l'Union africaine, ainsi de suite. Donc le Bénin pourrait être isolé sur le plan international. Et ça, ce n'est pas du tout bon. Et ensuite, si le front social se durcit au Bénin, avec tout ce qui se passe dans les pays environnants, notamment au Burkina qui est frontalier du Bénin, où on a quand même des attaques terroristes dans cette zone à la frontière du Bénin d'ailleurs, et je crois que ce n'est pas bon du tout pour l'Afrique, et pour l'Afrique de l'Ouest, et pour l'Afrique en général, et en premier lieu pour les Béninois. Donc je pense que c'est l'avenir de cette démocratie qui est en jeu. Il faut impérativement que le dialogue puisse revenir, qu'il y ait le dialogue et qu'il y ait un véritable partage du pouvoir. Parce que ce n'est pas possible, quelles que soient les intentions qui aient pu conduire à ça, s'il s'agit de bien faire,
Eh bien, j'insiste là-dessus, souvent on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions, et là, ce n'est pas bon ce qui se passe. Ce n'est pas bon pour le Bénin, ce n'est pas bon pour les Béninois, ce n'est pas bon pour l'opposition, ce n'est pas bon pour le pouvoir, et ce n'est pas bon pour l'Afrique. Voilà pourquoi il faut impérativement que les partis d'opposition, quels qu'ils soient, se disent aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le jeu démocratique revienne. Et parce que sinon, ce pouvoir même risque d'avoir de grosses surprises. Et ça, nous ne souhaitons pas ça. Les surprises de violence, ce n'est pas bon pour l'Afrique. Nous passons le temps à nous taper dessus, alors que les enjeux de développement sont très importants. Oui. Mais pour qu'on puisse avancer sur toutes les questions à caractère économique et social, il faut que le politique soit organisé, la question politique soit organisée de manière à ce que tous les fils du pays dignes de ce nom puissent contribuer justement au débat national. Gérald Gomez. Oui, la géopolitique que M. Coulibaly vient de rappeler ne doit pas nous effrayer. Par contre, elle doit nous créer plus de responsabilités, nous, acteurs politiques béninois, pour dire que la situation, tout aussi grave qu'elle est, parce que plus personne ne peut la dénier aujourd'hui, doit nous pousser à trouver réellement en nous-mêmes ce qu'il faut pour surmonter cette crise. C'est une crise qu'on a vu venir. On ne peut pas dire qu'on est surpris par cette crise. Et c'est ce qui nous désole un peu plus à l'USL. Nous avons alerté là-dessus. L'année prochaine, 2020, nous avons des élections municipales. Et en 2021, la présidentielle. Donc nous avons 3 années électorales. Et à la sortie de cette mascarade, nous n'avons vraiment plus aucune minute à perdre. Il faut vite revenir aux fondamentaux. Au-delà des Béninois, des acteurs politiques, puis maintenant du peuple, qui majoritairement a dit non, on ne peut pas aller dans la direction que vous êtes en train de tracer. Je suis en train d'entendre là que c'est quasiment toute l'Afrique qui a mal au Bénin, qui est en train de dire non, la voie que vous nous aviez tracée était la bonne, restez sur cette voie, parce que si vous en déviez, c'est peut-être d'autres pays qui risquent d'embrancher et de continuer sur cette nouvelle lancée que vous aurez initiée, et ce n'est pas bon pour le développement de l'Afrique. Donc c'est une question majeure pour nous, acteurs politiques. J'insiste sur les acteurs politiques parce que il me semble que le peuple a désormais définitivement joué sa partition avec sincérité et avec gravité. Il y a eu des casses, nous les déplorons tous. Il y aurait eu des pertes en vies humaines, je mets au conditionnel, mais des acteurs de la société civile le confirment. Nous compatissons à la douleur des familles de ces Béninois, mais de façon générale, c'est une expression démocratique que le peuple a choisie et nous renvoie donc à nos responsabilités pour que nous trouvions au plus vite les solutions pour revenir à une situation démocratique normale. Parce que absente de l'Assemblée, l'opposition absente de l'Assemblée, cela veut dire que dans les organes, dans les institutions qui seront chargées de contrôler les futures élections, l'opposition sera absente. Parce que ces institutions sont prévues dans les textes pour être paritaires, mouvance et opposition. Et étant donné que l'Assemblée risque d'être monocolore, ce que nous n'imaginons même pas, cela veut dire que toutes ces organisations, toutes ces institutions qui seront chargées de contrôler les élections à venir seront monocolores, et donc on peut présager que la dictature se met, ou tout au moins le monopartisme se met progressivement en place. Et nous ne pouvons pas faire cela à l'Afrique, et encore moins à notre pays si nous ne pensions pas à l'Afrique. Alors en tout cas, depuis votre exclusion des élections législatives, on voit bien que l'ensemble de l'opposition béninoise est vent debout. Alors quelles actions vous comptez entreprendre au cours des prochains jours? Et par ailleurs, quel est votre rapport aux autres partis de l'opposition? Est-ce que vous avancez vers un front commun pour finalement pouvoir affronter ou faire face à cette absence de l'ensemble de l'opposition Le front est nettement défini par les populations elles-mêmes. Je rappelais tout à l'heure 3 partis de l'opposition qui ont fait la démarche de mise en conformité avec la nouvelle charte des partis politiques. Nous travaillons ensemble, mais toujours est-il que chaque parti essaye de mobiliser sa base pour pouvoir correspondre à ce besoin. Nous étions dans une démarche légale, on va dire, pour participer à ces élections, mais pour ce qui concerne le suffrage lui-même, il s'agissait d'une campagne, il s'agissait de parler au peuple pour savoir qui pouvait être entendu par le peuple. Il faut poser donc la question, qui a été entendu par le peuple? C'est bien l'opposition, puisque le mot d'ordre qui a été lancé par l'opposition a été entendu. Ne participez pas à cette mascarade. Nous entendons que des chiffres pourraient être proclamés, cela ne nous engage pas, puisque nous avons été clairs dès le départ, nous avons vu ce qu'il y est, nous ne revenons pas là-dessus. Très
très majoritairement. Le peuple nous a donné une mission à l'opposition, c'est de restituer le cadre démocratique normal, c'est-à-dire habituel du Bénin. C'est cela que nous allons continuer de défendre de façon légale, par tous les moyens de droit à notre disposition pour que la démocratie soit toujours le label du Bénin. Alors, un dernier mot, Jean-Marie. Un dernier mot. Je voudrais faire, comment dirais-je, c'est-à-dire essayer de comparer les choses. Regardez un peu comment fonctionnent les pays d'expression anglophone en Afrique. Vous voyez, vous prenez le Ghana, vous prenez le Kenya, vous prenez le Nigeria. Là-dessus, aujourd'hui, l'alternance est une chose acquise. Et je ne sais pas si c'est un problème psychologique par rapport à nous qui avions, comment dire, qui sont d'expression francophone. Je n'arrive pas à comprendre comment se fait-il, à part le Sénégal, le Bénin hier en faisait partie, le Sénégal un peu dans une moindre mesure. Aujourd'hui, les pays d'expression francophone n'arrivent pas à intégrer la notion d'alternance dans nos démocraties, alors que les pays anglophones le font tranquillement. Je n'arrive pas à comprendre cette dimension psychologique-là, à moins que l'on me dise que oui, vous voyez, il y a encore, si vous voulez, le poids de la puissance coloniale et tout ce qui s'ensuit. Les Béninois se sont levés tout seuls pour instaurer la démocratie. Ils n'ont pas eu besoin, comment dire, de la puissance coloniale en tant que telle. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut que l'Afrique, c'est-à-dire, quand on parle de la dimension politique en Afrique, qu'on essaye de regarder, de scruter ce qui se passe dans la partie anglophone. Comment se fait-il que ces pays-là acceptent facilement l'alternance, alors que dans les pays d'expression francophone, l'alternance est bloquée? On verra tout à l'heure quand même, Jean-Marie, avec quelques nuances, puisqu'on verra le cas de Je dis pas que ce soit dans tous les pays, je dis pas que ce soit dans la troisième partie de cette émission. Alors, majoritairement, c'est comme ça que ça se passe. Alors, merci à tous les trois pour ce décryptage. Merci à vous, Géraldo Gomez, de nous avoir un petit peu éclairé sur la situation dans votre pays, le Bénin. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint chargé des questions stratégiques de l'USL, l'Union sociale libérale, donc parti de l'opposition béninoise. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.